Voilà, so it's actually a bus, it's also C'est a une journey boîte, because, cette mer imaginaire, mais it's been c'est a également year, un voyage, that it was a season, a year that it was roaming around in puisque this nous avons fait hospital. voyager cette mer imaginaire pendant une saison, une What I'm année, going to dans talk to you cet about, yeah, you can show the hôpital. box. C'est cette Voilà, expérience que je vais voilà montrer. Voilà la Donc, boîte. bon, c'est un partenariat entre le GHU et une fondation qui s'appelle la Fondation Carmignac, qui a une villa qui présente des œuvres d'art chaque saison sur l'île de Porquerolles, dans le sud de la France. L'une de ces expositions avait pour thème An Imaginary Sea, la mer imaginaire, en 2021. Suite à cette exposition, c'était une exposition qui avait été conçue par Chris Sharp. Plusieurs questions se sont posées. D'abord, cette exposition avait beaucoup plu à beaucoup de gens, moi y compris. On s'est demandé aussi ce qui pouvait en rester après la fin de cette exposition. Un catalogue, des souvenirs, quelques images de ceux qui l'ont visité. Et puis est venu se poser, après cette interrogation, d'autres questions, à une époque, il faut dire, où on était dans les suites du confinement. Je ne sais pas si vous savez, mais en pédopsychiatrie, in children's psychiatry, we had in Paris at least, but I think it was quite worldwide, we had a lot of issues, a lot of another symptomatic period, une période très très difficile avec des symptômes très sévères chez les enfants et les adolescents, avec... Non? Ah, je fais pas la traduction. J'arrête la traduction. Que français? Ok, ouais, je fais pas la traduction, pardon. Non, mais parfois, parce que j'ai besoin d'utiliser des mots... ok, je fais en français, puis vous me direz s'il y a des mots... bon, je veux pas qu'on... Oui, je sais, mais bon, c'est... Alors, oui, donc c'est vrai que cette période a été assez lourde dans les suites du confinement, alors que ce soit pour des raisons liées à l'isolement, peut-être quand même à une époque de généralisation des écrans tactiles et mobiles dans les maisons, à grande proximité des enfants, mais aussi des adolescents. Enfin, en tout cas, on s'est retrouvé à Paris avec une période, beaucoup ici doivent être au courant, de symptômes très sévères, alors de retard de langage massif chez les enfants, mais multiplié par 40 à peu près, hein, par rapport à ce qu'on avait connu juste avant, c'était énorme. Bon, les chiffres sont à discuter selon les secteurs, etc. On vous a expliqué le secteur, pour ceux qui ne connaissaient pas tout à l'heure, mais c'était quand même très très massif. Des suicides, y compris chez les enfants, ce qui était tout à fait nouveau en France, et puis chez les adolescents, en plus des suicidaires qui ont augmenté drastiquement à cette époque. Ça va un peu mieux maintenant d'ailleurs, me semble-t-il, mais ça reste à discuter. En tout cas, l'effet post-confinement notamment a duré longtemps, avec toutes les angoisses que ça a pu susciter, et bien entendu, ce qui a déjà été évoqué par plusieurs personnes, les phobies scolaires. Bref, c'était une des interrogations qui nous ont poussé à réfléchir à différentes choses, à différentes méthodes. Alors, finalement, le musée Valise est une version itinérante, un petit théâtre mobile, où chaque scène va dévoiler de nouvelles œuvres. Alors vous verrez, il y a dans ce petit musée Valise un certain nombre des artistes qui ont été évoqués par hasard aujourd'hui, donc je suis très content. Klein, Klee, enfin on est très... pas Picasso, mais Doramar, enfin c'est à peu près conforme de ce point de vue-là, avec des mécanismes secrets comme ça, que vous allez voir un petit peu se dévoyer. Pas trop, je ne vais pas trop vous les montrer, parce qu'il faut le voir en vrai, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec des mécanismes inspirés des magiciens, une électronique de précision dans des charnières, en même temps quelque chose de pas trop technologique non plus, je vous expliquerai peut-être pourquoi après, des écrans amovibles, etc. Alors pour réaliser ce tour de magie, on avait un architecte qui nous a beaucoup aidé, qui s'appelle Stéphane Zimmerli, qui est le concepteur de l'objet, qui a combiné cette puissance d'évocation avec le thème, un des sous-thèmes qui est celui du cabinet de curiosité. Il y a un certain nombre comme ça d'idées qui vont venir s'accumuler dans ce petit objet, avec ses tiroirs, ses doubles fonds, ses petits jeux, ces petits sons, enfin voilà. Et une autre idée, évidemment, alors on doit la réalisation de l'objet lui-même à l'artisan Henri Thérault, qui a fait un travail extraordinaire. Et l'idée, c'était que cette petite boîte puisse se promener comme ça sur ses roulettes à l'hôpital, d'une chambre à l'autre, d'une pièce à l'autre. C'est une idée assez bizarre, parce que on s'attend quand même pas à voir cette boîte arriver, et puis puisse se déplier, y compris se déplier au lit d'un patient. Peut-être je peux passer à la diapo d'après. Voilà. Alors,
Donc je vous dis, c'est une préoccupation. Et finalement, par rapport... Alors moi, je suis pédopsychiatre, hein, je m'occupe d'enfants, d'adolescents. Donc je disais que manifestement, il y a eu une relation indirecte ou pas de cause à effet, en tout cas entre une soustraction de la vie sociale, de la communication autour, je ne sais pas, peut-être aussi des masques, en tout cas de ces téléphones portables très collés aux enfants. Bon, depuis, des mesures ont été prises quand même un peu partout, hein, donc ça a dû quand même résonner. Le musée Valise, c'est aussi de ce point de vue-là, hein, côté enfant, un peu un anti-téléphone portable, quoi. C'est gros, c'est un peu malhabile par certains aspects, et en même temps, ça doit se déplier, et il y a plusieurs manières de l'aborder. Enfin, on ne peut pas justement aller à l'immédiat. Voilà, donc Kairos, hein, ce projet est né à ce moment-là. On l'avait déjà un petit peu en tête, mais je pense que l'urgence clinique a permis son aboutissement. Alors, la particularité de cet objet, c'est qu'à l'intérieur se trouvent des œuvres originales pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation, des reproductions, mais enfin, ce sont que des œuvres originales. L'autre particularité, parce qu'évidemment il y a des musées valises, il y a du chant, on connaît un peu tout ça, des cabinets de curiosité, ça existe, mais alors j'ai fait une petite enquête, mais je peux encore me tromper, mais a priori c'est le seul objet comme ça qui contient une exposition d'œuvres originales de plusieurs artistes. Ça, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin bon, on se méfie, hein. Voilà. Alors, donc les artistes ont donné leur accord, ils ont conçu des œuvres inspirées des œuvres de l'exposition d'origine, mais transformées, miniaturisées, repensées pour l'objet en question. Ce qui a donné donc ce projet. L'autre particularité, je veux bien. Ouais. Voilà, alors ouais, c'est un cabinet de curiosité contemporain, un musée d'histoire naturelle onirique, parce que c'est une histoire pas si naturelle que ça, c'est celle qui vient de la pensée des artistes. C'était les archives, hein, dans le thème, dans l'exposition d'origine, déjà, c'était les archives d'un océan méconnu, inconnu, et puis aussi à risque de disparaître, avec ce thème de la solalstalgie, la crainte de perdre, de ne jamais retrouver quelque chose qu'on aurait connu ou pas connu, et comment est-ce qu'un artiste pourrait repenser, par exemple, les océans sans les avoir jamais vus, par les histoires qu'on lui raconte. C'était des thèmes qui sous-tendaient comme ça cette exposition d'origine. Bon, évidemment, pour moi, c'est aussi un coffre à jouets d'esprit, enfin, un coffre à jouets à roulettes, hein, pour les enfants. Et puis, c'est aussi un chariot d'infirmerie sans médicaments, puisqu'il circule comme ça dans les services. Stéphane Zimmerli l'a conçu pour qu'il puisse se déplier au lit des patients. Bon, actuellement, il est en neurologie, hein, donc il se déplie littéralement au lit des patients. Parfois, il faut le faire rentrer dans les petits coins de la chambre. Enfin, c'est assez sportif, mais ça fonctionne. Il l'a conçu donc en fonction des dimensions de l'hôpital. C'est aussi un objet qui est pour tout le monde, les patients, les familles, les soignants. C'est une rencontre comme ça, impromptue, étrange, inattendue. Alors, l'autre point particulier de cette rencontre, je ne me souviens plus des peu d'après, mais on peut... Ouais. Vous envoyez un petit aperçu. L'autre particularité de cette rencontre, c'est que le projet vient proposer une rencontre, mais pas solitaire. C'est-à-dire qu'il est toujours accompagné par quelqu'un, par un médiateur. Parce que, bon, il n'y a pas de musée sans patient, il n'y a pas d'art sans hospitalité, on l'a déjà dit aujourd'hui, il n'y a pas de valise sans voyage. Et cette entrevue fugace d'une mère disparue, on la voulait à la fois légère et sincère dans la rencontre qu'elle propose. Mais la légèreté, ce n'est pas la superficialité. Et donc, sa conception qu'il la dispose à la clinique du patient, c'est-à-dire à son lit, c'est étymologique. Alors, vous savez qu'au GHU, nos patients, ils souffrent souvent des nerfs, la neuroscience, la neurologie, la psychiatrie. Alors, dans cette valise, ils vont pouvoir découvrir des squelettes, des océans miniatures, des choses éventuellement apaisantes, un peu étonnantes en plein Paris. Normalement, l'exposition a été sur une île avec la mer tout autour. Donc là, on se retrouve avec une boîte et une mer dedans. Enfin, c'est assez étrange, mais moi, j'aime bien ce point de décalage. Je pense qu'il a son petit effet, sa petite incongruité. Ça. Alors, les bonnes choses sont jamais si simples, hein, et les œuvres qui composent le musée n'y font pas exception. Elles viennent aussi questionner la chute, le passé, l'exil, le corps, le vide. On s'est interrogé, on s'interroge toujours d'ailleurs sur le bien fondé qu'il y a à présenter des œuvres parfois difficiles à des patients qui vont pas toujours bien sur différents plans et ça vient parfois interroger certains de leurs symptômes. Mais l'idée générale, quand on bascule du côté de l'art, c'est que quand même l'art vient souligner, dire quelque chose autrement, qui propose au moins une forme d'accompagnement qui nous paraît être au bénéfice néanmoins du patient.
On fait le rapport bénéfice-risque en médecine. Alors, par ailleurs, dans l'exposition d'origine, il s'agit déjà d'une rencontre singulière entre une œuvre et son spectateur. C'est fait pour qu'on voit les œuvres une par une. Alors la question, c'était comment on pouvait reproduire ça dans une petite boîte. C'est pas évident. C'est-à-dire que les gens, ils l'explorent tiroir par tiroir avec un médiateur qui leur présente les œuvres. Il faut quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être seul avec cette boîte, c'est trop compliqué. Donc il faut toujours un médiateur. C'est un drôle de truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'amène dans un service, puisqu'elle passe dans différents services, une semaine, un mois, comme ça, il faut, il y a nous, on vient un peu la montrer, enfin, notamment la principale médiatrice, le docteur Laure Henneguer, qui a conçu la médiation, mais il faut parfois qu'on la passe, qu'on fasse le relais. Donc il faut que d'autres personnes s'en emparent, ce qui n'est pas facile. Je peux dire qu'il faut quand même, c'est pas si facile en fait, même à montrer cet objet. Il faut que d'autres personnes aient la volonté, le courage de s'en emparer, prennent un peu sur leur temps, voir si ça, à leur avis, permet de bénéficier ou pas. Enfin, quel est le bénéfice attendu, sachant que nous n'en attendons a priori aucun. Je dis bien a priori. Du coup, cette rencontre, avec ces intervenants qui présentent les objets, de différentes manières, à différentes allures, enfin, qui s'adaptent évidemment au cas par cas, essayant de privilégier la singularité de la rencontre de chaque personne avec chaque œuvre, avec des découvertes progressives. Donc c'est un art pour un spectateur unique, mais pas seul. Voilà, je suis en retard sur mes diapos à chaque fois, je suis désolé pour ceux qui suivent que les diapos, mais... Donc ça fait 1 an qu'il circule à l'hôpital, simple visite, qu'on peut croiser au détour d'un couloir, rencontrer en groupe, en famille ou tout seul, avec différents médiateurs. Alors l'objet est laissé, ensuite on laisse à chaque unité, à chaque service, le libre usage de cet objet, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser dans des médiations, dans des ateliers, pour en faire autre chose, le présenter en groupe, le présenter en individuel. C'est à chacun de s'en emparer, selon son éthique propre et sa manière propre de travailler. Alors c'est vrai qu'il n'est pas présenté comme un médicament ou comme un objet d'art-thérapie par lui-même, puisque l'idée c'était que chaque rencontre soit fortuite, que chacun puisse aussi le refuser ou lui être insensible, comme face à toute œuvre finalement. Alors, pour reprendre un peu ce qui est évoqué dans l'introduction de la journée par Alberto, il parlait, je ne sais pas si vous avez relu, d'un art laïque. Alors, c'est assez rigolo parce que d'un hôtel laïque. Je me suis rendu compte que ce musée valise était quand même un peu un triptyque. Je me suis rendu compte un peu par hasard, enfin ça a attiré mon attention là-dessus. Vous savez, les triptyques, c'est ce qu'on mettait derrière l'autel, au niveau du retable, et on l'ouvrait, alors c'est devenu le retable le plus populaire, disons, pour attirer le regard du spectateur lors des cérémonies, etc., pour créer un espèce de lien social autour de cet objet qui va se déplier dans des moments un peu exceptionnels. C'est le triptyque, notamment dans la religion catholique. Et il se trouve que je me suis rendu compte par hasard qu'évidemment ce musée valise avait fini par ressembler à un triptyque, un genre d'hôtel laïque comme ça. Évidemment, c'est comme d'habitude un truc qui n'a pas été fait exprès, mais quand même, ça fait partie des... Voilà. Hop. Alors du coup, ça fait 1 an qu'il circule. Il est passé par 12 services. Dans chaque service, il y a 4, 5, 6 unités. Il a été donc abordé en psychiatrie, en pédopsychiatrie, en neurologie, à la fois dans des services d'hospitalisation et dans des services ambulatoires, avec un engagement des soignants qui le faisaient partager, notamment des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des cadres, des infirmiers, des médecins, des médiateurs. Donc des pères aidants, enfin on a, voilà, tout le monde a pu s'en emparer. Encore une fois, c'est pas facile de s'en emparer. Ça n'a pas été, voilà, on a passé aussi par des moments compliqués, comme je pense dans tous les ateliers qui ont été présentés. Enfin, on n'a pas réussi tout du premier coup, j'imagine. Ça ressemble à d'autres choses qui ont été décrites aujourd'hui. Alors l'autre particularité, c'est que en général, quand même, c'était plus ou moins accompagné par des soignants du service dans lequel il passait, en plus du médiateur. Alors, du côté des enfants qui l'ont accueilli, notamment dans le service dans lequel je travaille, les enfants ont été très à l'aise. C'est un objet qui leur a beaucoup plu. Alors le côté coffre à jouets, ça a très bien fonctionné pour eux.
certaines œuvres les ont tout à fait passionnés. Alors le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas le revoir à chaque séance, du coup. Donc maintenant, à chaque fois qu'il est en consultation, ils veulent ouvrir à nouveau le Bois de Pâques, pourquoi le jouet a disparu, quoi. Donc ça, c'est le seul souci qu'on a eu avec les enfants. Avec les adolescents, certaines œuvres les ont beaucoup interpellés, certaines les ont même agacés. On n'en a pas directement parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que là, on a affaire à un art plutôt contemporain, avec des pièces assez conceptuelles. Et il y a des gens que ça agace. L'art contemporain, ça peut agacer. Et le petit cheminement de ce musée, ce que j'ai découvert tout à fait fortuitement également, en fait, il y a une espèce de cheminement où on va d'œuvres assez figuratives, des jolis poissons, des machins, des trucs, et puis progressivement, on se retrouve plongé dans des œuvres de plus en plus étranges, de plus en plus conceptuelles. Donc il y a une espèce de petite... Il sert aussi un peu d'introduction, comme ça, à ceux qui seraient allergiques à l'art contemporain. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans cette pièce, mais plus généralement, ça m'a pas mal étonné. Ah oui, oula, j'ai pas du tout fini. D'accord. Ah bah alors, ok, je vais aller hyper vite. Hop, voilà un autre petit. Vous n'allez pas le voir longtemps, hein. Je préviens, il faut le voir ailleurs. Alors, écoutez, je passe. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a ici la poudre de Klein, il y a ici Dora Maar, à une époque où elle connaissait très bien Picasso. Il y a Paul Klee que vous voyez en haut à droite, avec la peinture vibrante et musicale qui le caractérise. Des œuvres aussi d'artistes contemporains, Miguel Barcello, Bianca Bondi. Je les remercie tous. Certains sont vivants, d'autres non. Mais ils ont tous accepté de participer et certains participent encore aujourd'hui à un travail à l'hôpital. Voilà. Je vais très vite du coup. 2 minutes encore, ok. Alors je saute un peu ma partie, je suis désolé, j'étais trop long. Donc la question qui peut se poser après cette année de médiation, c'est est-ce que cette mer imaginaire dont on n'attendait rien, est-ce que ça marche? Alors, on n'en attendait rien, encore une fois, puisque le principe, c'est que les gens ne soient pas contraints par l'œuvre. Justement, en dehors de toute... parce que ce que disait tout à l'heure le docteur Franzoni, c'est-à-dire on n'attend pas une réaction particulière, un enjeu particulier, un effet thérapeutique immédiat. Mais est-ce que ça marche? Oui. 1000 fois oui, pour nous en tout cas. Même bien au-delà de nos attentes, je dois dire. Certaines rencontres qu'on a pu faire au décours de ces couloirs n'ont vraiment rien enlevé à la dimension mystique de l'hôtel. Et je ne cesserai de m'interroger sur le destin des petites billes de David Horvitz qui existent aussi grâce au GHU à l'intérieur de cette valise et qu'on peut distribuer aux patients. Il y a des petites billes, une œuvre d'art à part, et on peut en laisser une à certains patients qui ont particulièrement été touchés par la visite, et ils l'emportent chez eux. C'est une larme de mer, petit objet artistique qu'on peut emporter à la maison. Donc je me demande ce qu'elles sont devenues, ces billes. Et bon, c'est vrai qu'on n'attendait rien de spécifique de ces rencontres, on ne veut rien en attendre, mais ce rien est parfois immense, et comme on dit parfois en français, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose, mais je ne sais pas si ça se traduit en japonais, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Ça, faudra vérifier. Bon, je ne vous lis pas, j'avais des réactions à vous lire d'un certain nombre de patients et de services dans lesquels le musée Valise est passé. Beaucoup de gens ont quand même été particulièrement attentifs, ont apprécié. Il y a aussi quelques flops, des gens qui l'ont tendu plus ou moins, enfin parfois il faut se bagarrer un peu. Le seul problème que je découvre, c'est qu'en fait il faut 1 semaine ou 2 pour se l'approprier, pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Au début quand même il y a des gens un peu méfiants qui trouvent que c'est un drôle de gadget, et parfois ils s'y intéressent vraiment quand le truc repart, quoi. Ça c'est un peu le problème, on a un petit problème de rythme sur cette saisonnalité du passage de l'objet. Par ailleurs, il a inspiré donc un certain nombre d'ateliers. Alors, voilà. Dans différents services. Il y a aussi des vidéos qui le composent, notamment Pain Levé. C'est un artiste très intéressant du début du siècle précédent. Donc il y a déjà un certain nombre de services qui l'ont employé de manière différente. Nous, dans notre service, on a ensuite fait venir des artistes qui n'avaient rien à voir avec les soins, comme ce qui a été évoqué avant, des artistes qui ne connaissaient pas du tout la psychiatrie ni rien, et on leur a proposé des groupes de jeunes et d'adolescents. Ça, c'est la conception de l'objet. On leur a proposé de rencontrer ces artistes avec leurs soignants, des artistes qui ne savaient rien d'eux, et pendant 1 année, on a fait à peu près sur le modèle de ce qui a été fait là en architecture, que j'ai trouvé absolument génial, mais avec des peintres. On a proposé jusqu'à monter une petite
exposition. Et comme je veux terminer là-dessus, je vous montre quelques images de cette exposition qui s'appelait Le Sillage, qui a eu lieu en juin à l'entrepôt dans le 14e, où donc, il y a une cinquantaine d'œuvres, peut-être pas quand même, elles n'ont pas toutes été exposées, mais il y en avait une cinquantaine, d'œuvres donc d'ados du CMP qui ont été exposées dans ce lieu. Alors, je suis un peu jaloux de l'opéra, du magnifique documentaire sur l'opéra d'Alberto. Donc là, je vous donne une version préliminaire. Il y a un documentaire, un petit documentaire très court qui sera fait sur cet événement qui vous le montrera de manière beaucoup plus jolie, mais je trouve ça dommage de quitter cette journée sans vous avoir montré un petit aperçu de ce qu'était le sillage. Je ne vous le montre pas avec les patients dedans, parce qu'évidemment, ils étaient là avec leur famille, mais vous imaginez que je ne vais pas montrer des adolescents et des enfants. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait avant que la foule arrive. Et le musée Valise était dans une pièce à côté, donc on pouvait aussi les visiter pour montrer comment certaines de ses œuvres avaient pu être inspirées par son passage. Voilà, et puis dernière petite nouvelle aussi, vraiment pour terminer, le musée Valise sera présenté à l'exposition universelle à Osaka l'été prochain, pavillon France de l'exposition universelle. Donc moi je serai au Japon, mais un petit peu avant, mais enfin quand même, voilà, pour le montrer. Voilà, merci beaucoup.